Bonjour, je suis Claire Mazerac et je vous accompagne dans vos recherches en psychogénéalogie, dans les recherches de vos racines, de l'histoire de votre famille. Donc on l'a vu avec Salvador Dali, naître après un frère ou une sœur décédée peut s'avérer très perturbant, de la même façon après une fausse couche. Les parents peuvent se montrer distants, peu affectueux, parce que leurs pensées sont tournées vers l'enfant perdu. Une réaction qui est tout à fait compréhensible. De la même façon, ils peuvent également avoir tendance à surprotéger l'enfant par crainte de le perdre également. Et cet enfant de remplacement peut avoir alors la sensation de ne pas avoir sa place sur Terre, d'avoir l'impression d'être un usurpateur, un mal-être qui peut perdurer toute sa vie. Nous voyons aujourd'hui l'exemple de Van Gogh, Vincent Van Gogh. Et pour cela, je me suis basée sur le livre de Bruno Clavier, qui est psychanalyste, Les fantômes familiaux, dont je vous avais déjà parlé, et qui consacre tout un chapitre à l'histoire de Van Gogh. Donc, Van Gogh, que j'ai représenté ici, dont on voit l'autoportrait ici, est né le 30 mars 1835, un an, jour pour jour, après le décès de son frère mort-né, qui s'appelait également Vincent Willem, et donc ils vont porter les mêmes prénoms. Donc ce qui en fait, avec la correspondance de date et de prénom, très clairement un enfant de remplacement. De plus, leur père est pasteur, et juste à côté de chez eux se trouve un cimetière, et le bébé va être enterré dans ce cimetière, ce qui fait que très souvent, Vincent Van Gogh est amené à passer devant une tombe qui porte son nom, son prénom et également une partie de sa date. Donc on comprend que ce soit quelque chose qui soit relativement perturbant. Il y a matière à perturbation. Il écrit « Je le continue comme si j'étais son fils ou son frère. Je crois que c'est moi la pierre d'achoppement, un boulet, un intrus. » Il va souffrir toute sa vie d'une fragilité mentale, comme on le sait, avec des épisodes délirants qui vont mener jusqu'à son suicide en 1890, à l'âge de 37 ans. Durant les 10 dernières années de sa vie, il va réaliser plus de 2000 œuvres, des tableaux et des croquis. Donc, d'après Bruno Clavier, on trouve un certain nombre d'éléments psychogénéalogiques intéressants dans l'arbre de Van Gogh. D'abord, on retrouve de façon récurrente le prénom Vincent à toutes les générations. Et je suis sûre qu'il y en a d'autres dont j'ignore l'existence. On retrouve aussi des histoires d'héritage avec l'exemple de l'arrière-grand-oncle qui s'appelait également Vincent Van Gogh, qui était sculpteur, qui ne s'est pas marié, qui n'a pas eu d'enfant et qui a légué toute sa fortune au fils de son frère Jan. De la même façon, Vincent Van Gogh a légué toute son œuvre à son neveu Vincent, le fils de son frère Théo. On trouve également des relations très fusionnelles, très proches entre deux frères d'une fratrie, à plusieurs périodes, avec notamment le père de Vincent Van Gogh, qui s'appelait Théodorus, qui était très lié avec son frère Vincent Van Gogh. On finit par s'y perdre. Ils avaient une relation de proximité très grande, un petit peu de la même façon que ça se passe entre Vincent Van Gogh, qu'on connaît bien, et son frère Théo. Ils sont tellement proches
qu'au moment où son frère Théo va se fiancer, puis se marier, puis avoir un premier enfant, le délire de Vincent Van Gogh commence à être de plus en plus important, à prendre de plus en plus de place, en même temps que sa créativité également augmente et qu'il peint tous les jours, tous les jours. Comme si le fait que son frère Théo commence une vie de famille, ça a cassé un petit peu leur fusion. Mais leur relation fusionnelle est telle que Théo va décéder lui-même de maladie 6 mois seulement après la mort de son frère Vincent, comme si il se retrouvait même dans la mort. Donc on trouve de nombreux éléments en observant cet arbre, c'est tout à fait passionnant. La problématique des enfants de remplacement est toujours d'actualité. Rien n'a changé. Il y a toujours des décès d'enfants en bas âge. Il y a toujours des fausses couches, des interruptions volontaires de grossesse. Et dans le cas de Dali et de Van Gogh, l'histoire est suffisamment claire, il y a suffisamment de correspondance entre les dates, les prénoms, pour qu'on comprenne spontanément qu'il s'agit d'un enfant de remplacement. Mais souvent, c'est plus confus parce que les parents n'ont pas fait le récit de l'enfant perdu à l'enfant de remplacement ou parce que les informations manquent. On n'a pas parfois pas l'histoire, on n'a pas les dates, on n'a pas le sexe parfois. Et donc, on peut ressentir un mal-être toute sa vie sans vraiment savoir à quoi il est relié. D'où l'intérêt de poser des questions sur son histoire, le contexte de sa naissance, etc. D'être vraiment, de clarifier les choses pour soi-même. Voilà, si cette histoire fait écho pour vous ou pour des personnes de votre entourage, ben vous pouvez bien sûr laisser un commentaire, m'envoyer un message sur l'adresse mail qui paraît en dessous. Et puis, vous abonner, mettre un pouce. Et puis, je vous mets en lien la dernière vidéo sur Salvador Dali. Et je vous remercie. Je vous dis à bientôt pour d'autres histoires.